Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un petit update lecture et j'ai quelques lectures à vous présenter. J'en ai exactement 8 il me semble, si j'ai bien compté. Donc c'est plus que les derniers mois, sachant que du coup cette update lecture est un update de novembre et que je reprends peu à peu le rythme, ce qui fait que là on est début décembre, vous l'aurez peut-être un peu plus mi-décembre, mais c'est encore respectable contrairement au retard que j'étais en train de prendre, donc je suis contente de pouvoir vous faire cette update lecture aujourd'hui. Et j'ai un petit peu triché, c'est vrai que j'ai plus lu que le mois dernier, mais en réalité il y a un graphique qui se lit relativement vite, mais il faut quand même les lire. Et il y a aussi une relecture, bon, qui est pour le coup est très grosse. Enfin, j'avais quand même envie de vous en parler, donc elle rentre dans cette update et on y va tout de suite. Juste avant de commencer, vous êtes beaucoup à voir tous ces updates lecture et les book hauls, etc. et pas forcément vous abonner, donc n'hésitez pas vraiment, ça fait plaisir de voir que la communauté augmente. D'ailleurs merci aux derniers qui sont venus pour, enfin tout simplement qui se sont abonnés. On commence tout de suite avec le graphique, que c'est la dernière lecture que j'ai faite ce mois-ci, mais c'est la première que j'avais envie de vous présenter. C'est Seule la mort attend la vilaine. C'est un livre que je vous ai présenté la semaine dernière lors de mon retour du salon de Montreuil. Et aussitôt je l'ai eu, aussitôt je l'ai lu parce qu'il me donnait bien envie. Et puis j'ai été malade hier, donc ça a été une bonne occasion pour se détendre dans mon bain avec cette lecture. Dans ce livre, on suit une jeune femme qui va être réincarnée en une vilaine d'un jeu vidéo. Une vilaine qui s'appelle Pénélope Écart et qui est très méchante et qui, dans le mode difficile du jeu, se fait tuer et le but c'est de survivre. Et du coup, comme elle va se réincarner dans ce jeu vidéo, eh bien il va falloir qu'elle survive. Et la manière de rester en vie, c'est de avoir de plus en plus d'affinité avec les personnages masculins, jusqu'à arriver à 100% avec un personnage masculin. Et donc ça mêle à la fois l'univers un peu du jeu vidéo, puisque parfois en fait elle a des réponses prédéfinies, et ça mêle aussi un petit peu la romance, parce qu'il y a cette question d'affinité avec les personnages masculins, sachant que elle, vraiment son but c'est de survivre. Il n'y a pas encore, en tout cas dans ce tome là, l'idée de romance, mais on sent que c'est pour mettre un petit peu en place. Et puis aussi la fantaisie et un peu l'historique, parce qu'on rentre dans un monde où tous les personnages, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi, ont leur but, leur façon de faire. Il y a un peu des conflits, des complots, etc. qu'on commence un petit peu à percevoir dans ce premier tome. Et aussi il y a, je trouve que déjà c'est trop beau, mais il y a les robes, il y a le fait qu'elle soit à la cour, le duc, le prince, etc. Donc tout est réuni pour passer un très bon moment et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors ce tome là je l'ai trouvé très introductif. Et je pense que c'est le cas dans beaucoup de graphiques que je lis, c'est-à-dire, ou de webtoon même, c'est-à-dire que ça a été fait pour tenir sur la longueur. Et c'est vrai que quand ils éditent, pour une question aussi que le prix soit abordable, et c'est vrai que pour que le prix soit abordable, du coup ils réduisent, enfin ils coupent au milieu, donc souvent à la fin, enfin c'est normal, t'as envie d'en savoir plus, mais c'est vrai que ça avance pas forcément très rapidement. Mais ce tome était bien introductif et j'ai bien compris. C'est-à-dire que c'est pas allé trop vite, même s'il y avait une volonté, je pense, de l'autrice de rentrer vite dans le vif du sujet, qui était le jeu vidéo et quelles sont les règles, etc. pour ensuite faire place à tout ce qui va être l'intrigue, les relations des différents personnages entre eux. Et le jeu vidéo fait en sorte que cette histoire met en avant du coup les liens entre les personnages, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les histoires, j'arrête pas de vous le dire. Donc franchement ce livre il m'a conquise et j'ai hâte de lire la suite, même si quand même c'est pas donné en termes de prix, mais c'est normal. Enfin je dis c'est pas donné, mais en vrai c'est moins cher qu'un roman et j'achète beaucoup de romans. Donc voilà, j'aimerais me procurer le tome 2, essayer de l'avoir sur Vinted d'occasion, on verra si j'arrive à le trouver. Si on remonte un peu avec mes premières lectures qui sont plus octobre, où vous voyez les feuilles qui tombent, les monstres, etc. Le premier livre du mois que j'étais en train de lire, que je vous ai tanné, etc. en disant que j'allais prendre du temps à le lire, c'est L'école de la nuit de Déborah Harkness. J'en parle dans plusieurs vlogs parce que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, mais je vous ai pas mis encore de point final sur cette histoire et je voulais revenir avec vous là-dessus. Dans ce livre, c'est le deuxième tome de la saga Le livre perdu des sortilèges, qui est aussi adapté en série et que je suis en train de regarder en série. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est vrai que ça fait très longtemps que je vous ai pas fait d'update culturel, c'est-à-dire avec les films, les séries, les spectacles, bon j'en ai pas trop vu,
que j'ai vu dernièrement, mais ça vient très vite sur la chaîne. J'essaie de vous caser ça à un moment, vous inquiétez pas, donc vous l'aurez. C'est juste que là j'essaie de finir aussi les séries que je suis en cours pour pouvoir vous en parler mieux. Je verrai si j'y arrive. Donc dans ce livre on suit Diana qui est une sorcière qui a un peu renié le fait d'être sorcière. Donc je vous raconte bien sûr le tome 1. Parce que ses parents sont liés à un accident lié à la sorcellerie et du coup elle va être un peu éloignée de tout ça. Du coup elle a jamais vraiment appris les codes du monde des sorciers et même des créatures. Et dans ce monde-là, on a aussi des vampires et des démons. Et elle va faire la connaissance de Matthew de Clermont, qui est un vampire qui va s'intéresser au même livre qu'elle. D'ailleurs, c'est pas la seule créature à s'occuper de ce livre, à le vouloir. Mais Diana est la seule qui a eu accès depuis très longtemps. Du coup, elle va attirer le regard de ce vampire. Va naître une romance entre eux qui est plutôt, j'ai pas envie de dire originale, mais qui est très bien écrite. Même s'il y a quelques petites problématiques, je vais y revenir dessus. Et surtout, ce deuxième tome continue la romance, la fait évoluer d'une manière que j'ai beaucoup aimée. C'est aussi un petit peu de la romance, même s'il y a vraiment le monde de fantasy qui est mis en avant, avec une intrigue autour de ce livre, mais pas que, puisque tout le monde en fait de ces créatures va être remis en question dans ce livre. Et tout va un peu dépendre de Diana, un peu malgré elle aussi. Dans ce deuxième tome, on suit plus encore la relation entre Diana et Matthew, et l'intrigue bien sûr, mais si on commence d'abord par parler de la romance, j'ai adoré la manière dont les deux personnages évoluaient. C'est-à-dire qu'il y a des drames qui vont se passer dans leur couple et ça montre vraiment les conséquences que ça peut apporter, comment un couple va se relever de telle ou telle épreuve, sachant qu'en même temps, il y a bien sûr l'intrigue, ils sont au milieu de conflits, etc. Mais il y a une place quand même qui est donnée à ce couple qui va évoluer, qui va faire face à des difficultés sans vous spoiler, et il y a des thématiques qui sont super importantes et que tu vois pas malheureusement dans les romances puisque souvent ça s'arrête au moment où les deux protagonistes sont ensemble, et là ça continue et ça montre vraiment le couple en tant que tel et le fait qu'il y a quand même de la romance dans le fait d'aimer quelqu'un sur le long terme. Donc franchement j'ai beaucoup apprécié ce livre pour ça. Au niveau de l'intrigue, on rentre dans quelque chose qui me plaisait pas trop et j'avais très peur de comment ça allait être fait, parce qu'il y a certains personnages qu'on a vus dans le tome 1 qu'on n'allait plus du tout voir. Et ça me gênait un petit peu, mais en fait ça s'est super bien passé. La première partie était un peu longue, où tu avais l'impression que c'était le même repas sur plusieurs chapitres qui n'en finissaient pas, mais une fois que ça a commencé, vraiment c'était trop bien. La seule partie qui m'a un petit peu moins séduite, mais ça c'est très propre à moi, c'est tout l'apprentissage de Diana qui du coup n'a pas été sensibilisée à la magie, etc. et qui là va devoir apprendre auprès d'une sorcière, etc. C'est la partie qui m'a un peu moins, enfin que j'ai un peu moins aimée, mais qui est toujours mise en relation avec des disciplines qui sont scientifiques, qui sont historiques, et ça c'est quand même vachement intéressant. Voilà, donc je peux que vous encourager à vous plonger dans cette saga. J'ai continué avec You More Me, qui est un livre que j'ai eu à la Wiccan, que j'ai acheté à la Wiccan, qui est pas un livre qui est disponible et publié, mais c'est un livre qui est disponible, il me semble que c'est un webtoon, qui est disponible donc sur Webtoon en anglais et en français. Alors, petite anecdote, je crois que je vous en ai déjà parlé dans mon retour sur le salon de la Wiccan, mais ma sœur qui lit beaucoup en anglais, c'est des anecdotes comme ça, on peut en avoir 50 parce qu'elle oublie à chaque fois. Mais ma sœur qui lit en anglais a vu qu'il y avait un You More Me en anglais. Du coup elle s'est dit, bah faut que je le prenne en fait. Mais ma sœur est française, hein, donc voilà. Et l'autrice est française, du coup. Après elle a fait, mais attends, l'autrice elle nous a parlé et tout en français, elle était française. J'ai fait là, oui. Mais alors pourquoi tu m'as pas dit de le prendre en français? Bah, parce que t'avais l'air très attachée à le prendre en anglais, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Du coup on l'a en anglais, voilà. Écoutez, ça m'a pas du tout dérangé, déjà parce que c'est un graphique, donc voilà. Et puis j'ai plongé dans cette histoire vraiment de manière Enfin, j'ai trouvé ça trop mignon, trop cool. Donc dans ce livre, on suit deux jeunes hommes et un petit garçon. Donc lui, c'est le grand frère de lui, et lui, c'est le love interest. Sauf que lui, il est connu, je crois, parce qu'il est mannequin. D'ailleurs, ça se voit sur la... Là, en fait, c'est un panneau publicitaire, il est mannequin. Et d'ailleurs j'adore la première page de couverture, je la trouve trop mignonne. Et le truc étant que dans ce tome 1, en fait, notre jeune homme qui est mannequin a du mal avec l'attention, la célébrité qu'on lui porte.
et l'autre va essayer de le sauver de cette attention, sauf que il va y avoir une sorte de quiproquo entre les deux et le mannequin va être persuadé que l'autre le vénère et il va en avoir un petit peu peur et que c'est un fan un peu hystérique. Sauf que l'autre, non, pas du tout, en fait il le connaît même pas très bien. Et c'est assez spécial le début parce que notre jeune homme, il va finir par espionner l'autre de manière assez intense. Du coup ça devient un petit peu un stalker et des fois c'était à la limite de quelque chose d'assez sain et tout. Mais j'ai adoré la dynamique avec le petit garçon qui va un peu s'immiscer entre eux sans vraiment que les deux le sachent. Et la thématique du grand frère qui vraiment prend soin de son petit frère et vraiment c'est une histoire que je vous conseille si vous avez l'occasion de l'acheter à la Wacom ou alors de le lire directement sur Webtoon si je dis pas de bêtises. Et là j'ai lu que la première partie, il y avait un tome 2 qu'on ne s'est pas procuré avec ma soeur mais qu'on aurait pu. Et du coup je pense me le procurer l'année prochaine. Et je crois que l'autrice veut essayer de le faire publier, si je dis pas de bêtises. Et je vous montre la super dédicace. J'ai aussi lu la nouveauté d'Amélie C. Astier qui est Deadly Funeral, le tome 2, qui est du coup de l'autopublication. Dans ce livre, c'est une dark romance. Je vais mettre un gros warning, attention, dark romance. Donc bien sûr, si vous voulez vous plonger dans cette histoire, faites attention d'être prêt psychologiquement. Moi c'est vrai que les dark romans je commence à en avoir lu pas mal mais c'est quelque chose d'assez perturbant et ce livre m'a aussi perturbée de ce côté-là. Ça c'est vraiment quelque chose qui est propre à vous. Moi j'ai cette sensibilité là de parfois c'est assez compliqué de lire de la dark romance. J'aime ça, hein. J'aime en lire, je me torture pas intentionnellement. Mais c'est vrai que si vous aimez, enfin si vous avez jamais lu de dark romance, je vous conseille pas forcément de commencer avec ce livre. Même s'il sort du lot en termes de dark romance, donc vraiment renseignez-vous avant de commencer ce livre. Pour vous donner une idée, on suit Baron qui a subi quelque chose dans son enfance vis-à-vis d'un serial killer qui est la dernière victime qui a été retrouvée vivante alors que toutes les autres sont mortes. Et il est thanatopracteur, c'est ça, donc il s'occupe des morts en fait, de les rendre le plus respectable possible pour la cérémonie. Et de l'autre côté, on suit, comment il s'appelle, Layton, qui lui est médecin légiste. Et alors qu'il va y avoir de nouvelles victimes qui vont ressembler à l'ancien serial killer, va s'interroger sur la possibilité que Baron fasse partie d'une manière ou d'une autre des agresseurs, ou en tout cas qu'il puisse, Baron, témoigner et donner la vérité pour qu'on puisse retrouver le nouveau serial killer, puisque l'ancien est mort, donc ça peut pas être le même. J'ai trouvé cette histoire particulièrement intéressante. Je suis rarement dans... Donc c'est de la romance à la base, puisque les deux vont amener à se retrouver et il va y avoir une romance, mais aussi une enquête. Et je suis rarement conquise par une enquête, tout simplement parce que les romans policiers, c'est vraiment pas mon truc. Mais là, en fait, dans cette histoire, j'étais même plus intéressée par l'enquête que par la romance. Donc c'est quand même un tour de force assez fort que m'a fait l'autrice, en fait, tout simplement. C'est vrai que la romance dans ce tome-là est pas forcément encore beaucoup présente. Je pense que c'est plutôt de l'intrigue vis-à-vis de la personne en face, du mystère, de savoir qu'est-ce qu'elle me veut, que ce soit autant Layton envers Baron que l'inverse. C'est une histoire qui se passe aussi en Écosse et je pense que ça prend tout son sens et ça rend encore plus le livre intéressant. Et c'est vrai que j'ai pas encore vu dans ce tome 1 l'alchimie entre les deux protagonistes principaux, même si j'ai quand même beaucoup aimé leur manière de discuter, leur manière de se chercher, etc. Donc j'attends le tome 2 pour me faire un avis final sur cette histoire et sur la romance. Mais en tout cas, ce qui est de l'enquête, ça m'a vraiment passionnée au point où je voulais vraiment savoir la suite. Au niveau du côté dark, de la dark romance, c'est vrai qu'il y a des passages qui m'ont un peu choquée. Et pourtant, j'en ai vu en dark romance, mais c'est vrai qu'Amélie C. Astier a toujours des dark romances qui sont très dark. Donc voilà, encore une fois, attention avant de s'y plonger. Mais même si elles sont très dark, elles permettent de se questionner sur des choses auxquelles tu n'avais jamais pensé. C'est des choses où tu te dis... Tiens, j'y ai jamais vraiment réfléchi et ça permet de prendre du recul et c'est vrai avec d'autres dark romances que j'ai lues d'elle et aussi c'est hyper bien recherché, c'est-à-dire qu'elle a fait ses recherches, elle les a amenées de manière subtile dans son livre et ça c'est vrai avec tous les livres, que ce soit de la dark romance ou pas qu'elle écrit et ça c'est vraiment quelque chose que je soulève et que je trouve vraiment bien avec cette autrice.
Après, j'avais envie de vous parler de mes 2 lectures. Donc, le e-book que j'ai fini, c'est Campus Driver, le tome 4, qui a été un petit peu ma déception de cette update. Je suis vraiment désolée parce qu'il y a plein de gens qui aiment. Déjà, j'ai trouvé, donc déjà, je vais vous dire, pardon, le résumé. Donc, dans Campus Driver 4, on suit un protagoniste masculin dont j'ai oublié le prénom, qui a eu un accident et qui a fait qu'il n'a plus une jambe et il a une prothèse. Et de l'autre côté, on suit une protagoniste féminine qui, elle, a eu un accident. Elle de voiture, qui a fait que l'homme en fait qui conduisait, qui était son petit ami, est mort, mais elle a survécu et elle est très traumatisée, elle n'arrive plus à rentrer dans une voiture. Sachant que notre protagoniste masculin est campus driver, c'est-à-dire qu'il conduit les élèves où ils veulent. En fait, c'est une sorte de taxi au sein du campus. Et cette année-là, il y a un autre concept qui s'appelle la Love Machine, qui est une application qui permet une sorte de date application, une application de rencontre qui permet de réunir les deux jeunes gens qui ont matché dans le campus driver, enfin dans la voiture du campus driver, pour les amener à leur encart et les ramener en toute sécurité et qu'ils n'aient pas à s'occuper de cette partie-là. D'ailleurs, un concept que je trouve très intelligent. Et notre protagoniste féminine va être un petit peu poussée par sa famille à faire la love machine pour rencontrer de nouveau quelqu'un et passer ce traumatisme, et en même temps que ce soit dans la voiture, puisqu'elle n'arrive plus à monter en voiture. Sauf que très vite ça va être très compliqué pour elle et le premier encart va pas se passer exactement comme il fallait, et elle va rencontrer du coup notre campus driver qui va décider d'être son thérapeute de voiture et de la faire remonter en voiture. C'est un concept que je trouvais très intelligent et très bien, mais il n'a pas été réalisé comme j'aurais aimé qu'il soit réalisé. Je trouvais qu'on pouvait vraiment jouer sur tout ce qui était la psychologie du personnage, et ça s'est vraiment concentré, bon c'est une romance, mais sur les prémices de la romance, c'est-à-dire la rencontre, le fait que les deux protagonistes ne voient pas, qu'ils sont plus ou moins attirés l'un envers l'autre, donc une belle amitié qui va peu à peu se transformer en romance. Le souci c'est que ça m'a fait la même chose que le tome 1 des dieux du campus, c'est-à-dire ils passent leur temps à se répliquer des trucs. Et moi j'étais là, tu sais, tu suis le dialogue et au bout d'un moment, moi j'en ai marre, genre je suis là, ok, bon c'est sympathique, mais c'est bien 1-2 scènes comme ça, mais ça c'était vraiment 45% du roman. Et il y a moins toute la partie psychologie parce que toutes les révélations se font bien évidemment à la fin, mais j'ai trouvé que les dernières pages c'était vraiment précipité et pas forcément de la manière dont j'aurais aimé que ce soit. Il y a un moment où je me suis pris plus au jeu, où j'avais envie vraiment de tourner les pages, donc c'était après les 45%. Et puis la fin, de nouveau, j'étais ok, bon c'était bien, j'ai lu, voilà, on passe à autre chose. Je pense pas du coup lire la suite, parce que ça m'a pas vraiment conquis. En plus le tome suivant me donne un petit peu moins envie, donc je vais pas me plonger dedans, je vais laisser la place à ceux qui apprécient mieux que moi. Mais j'ai été déçue parce que j'avais vraiment l'impression que j'allais retomber dans les histoires de Campus Driver que j'avais aimé. C'est vrai après que j'étais pas forcément le public cible, puisque j'ai beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2, le tome 3 m'ont moins conquis, donc le tome 4 me conquit pas non plus. Ça m'a pas non plus tant étonnée que ça. Donc, voilà. Et par contre, une pépite que j'ai découvert en livre audio, j'ai lu Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa. C'est un livre que j'ai trop envie de me procurer parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc dans ce livre, on suit Mimo. Il est d'une famille un peu défavorisée. Il vient d'Italie à la base, mais il est expatrié en France. Puis ensuite, on va le renvoyer en Italie, notamment parce que sa mère l'imagine déjà en sculpteur. D'ailleurs, son vrai nom, c'est Michelangelo, mais du coup, tout le monde l'appelle Mimo. Et il va arriver en Italie auprès d'un oncle un peu éloigné, qui n'est pas vraiment son oncle, mais qui le prend comme tel, qui d'ailleurs n'est pas très très gentil avec lui, c'est le moins qu'on puisse dire, qui va le prendre sous son aile pour lui apprendre techniquement la sculpture. Ça c'est la théorie, mais dans la vérité, en fait, il va travailler avec lui pendant très très longtemps. Et dans ce cadre-là, il va faire la rencontre de Viola Orsini, pardon, les prénoms italiens, c'est pas forcément très facile, qui est une jeune femme de la noblesse, qui, comme elle le dit d'ailleurs très bien, on voit en fait la disparition un petit peu de ce monde-là au profit d'un monde plus bourgeois, avec le travail qui est mis en avant, etc. Et elle n'est pas forcément à sa place dans cette famille, puisque elle a des idées, des manières de voir le monde qui est très différente de ses parents, et tout ça va poser quelques petits soucis.
Ce livre, en fait, quand j'avais lu le résumé et la manière dont les gens en parlaient, je voyais ça comme une romance. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça et c'est même pas tant une romance. Si vous cherchez une romance, n'allez pas vers ce livre. Veillez sur elle, c'est une histoire de vie, une histoire de Mimo qui est sculpteur, qui a une vie qui pourrait être une vie comme les autres, mais comme il va faire la rencontre de Viola Orsini, qui va devenir un sculpteur très connu, et finalement, comme c'est quand même de la sculpture, c'est pas tant non plus connu que ça. C'est hyper intelligent la manière dont le récit a été construit. Déjà, l'écriture est super belle, il y a des phrases, et j'adore ces livres comme ça, où tu restes et tu te dis waouh, oui, fallait y penser à cette tournure de phrase, à cette manière de voir l'histoire, de voir le monde, de voir l'amour, l'amitié, etc. La relation entre Viola et Mimo, elle est très spéciale, très unique, et c'est ce que j'aime aussi dans les livres, c'est qu'on nous montre des relations qu'on voit pas dans d'autres livres, qu'on n'imagine pas dans d'autres livres, puisque en fait on a tendance à avoir des romances, et j'adore la romance, c'est pas pour critiquer vraiment, à avoir des romances de la même manière, c'est-à-dire que beaucoup de romances se ressemblent, avoir l'amitié de la même manière, et en fait il existe 3000 façons d'avoir une relation avec une personne. Et ce qui est hyper original dans ce livre, c'est que ça me montre quelque chose que je n'avais encore jamais vu et qui, selon moi, est fortement possible et fortement réel. L'histoire qui va se faire entre Viola et Mimo, elle est... Vous voyez, ça va être un peu bizarre comme rapprochement, mais vous voyez Grey's Anatomy, la relation entre Meredith et Christina, voilà, entre Meredith et Christina, le fait qu'elles disent toujours tu es ma personne, c'est même pas une question d'amitié, c'est même pas une question de meilleure amie, c'est pas forcément sa meilleure amie, c'est tu es ma personne, bah c'est ça que j'ai ressenti en fait dans Veiller sur elle. C'est Mimo et Viola, ce sont l'un et l'autre la personne de l'autre. Et il y a un moment où Viola, pour une raison, se tient quelque part en hauteur, sans vous spoiler, et Mimo dit je reconnais ma silhouette. Et là on sait tous que c'est Viola, ils ont une relation particulière, mais il y a cette truc de je te reconnais toi et tu es ma personne et je vais devoir veiller sur toi, et vraiment le titre en plus a été super bien choisi, vraiment cette histoire je vous la conseille, mais n'y allez pas en essayant de vous dire en essayant de vous imaginer qu'est-ce que l'histoire va être, parce que de toute manière ce sera pas ce que vous avez imaginé, et c'est peut-être ça qui a fait que c'est une pépite, mais ça n'a pas forcément été non plus un coup de cœur pour moi, parce que je m'imaginais quelque chose que je n'ai pas eu. Et en même temps, je suis pas déçue parce que j'ai aimé l'histoire qu'on m'a proposée et j'ai aimé l'évolution des personnages, et même la fin, qui peut être triste, est tellement belle et tellement... En fait, l'histoire n'aurait pas pu être autrement que ça, vu comment ça avait démarré. Il y a quelques petits passages de longueur, je vous avoue, mais qui sont importants au récit, notamment l'histoire de Mimo à certains passages qui m'a moins percuté, que j'ai moins aimé, mais comme j'ai écouté en audio en faisant d'autres trucs à côté, ça m'a pas trop gênée. Je sais pas si je l'aurais continué si j'avais lu en livre, parce que les premières pages jusqu'à la rencontre de Viola en fait sont pas forcément sympathiques et pas forcément ne donnent pas en fait forcément de lire la suite. Mais je vous encourage à continuer et continuer au moins 50% avant de vous dire bon c'est pas une histoire faite pour moi, parce que je pense que pour beaucoup de gens ce sera pas fait pour eux, soit ils seront déçus parce que ce sera pas assez. Moi ça a été assez, parce que vraiment je trouve ça assez original la manière dont l'histoire a été faite, ou alors ce sera pas fait pour eux parce que l'écriture leur conviendra pas, parce que c'est trop poétique, etc., ou parce que l'histoire est pas assez profonde, ce que je peux comprendre aussi, même si moi encore une fois ça m'a suffi. C'est le genre de livre que je classe dans la catégorie classique, vous voyez. Je pense que si il reste en fait dans les mémoires, s'il reste de manière s'il dure dans le temps ce livre, je pense qu'il pourra être pris comme un classique, vraiment, vu comment c'est écrit, vu comment... Voilà, ça me fait penser à ce genre de livre. Je pense que j'ai dit pas mal de choses sur ce livre. Si je vous ai pas donné envie de le lire, c'est que j'ai mal fait mon job. Je vais finir avec 2 lectures. Alors tout d'abord une relecture, puisque j'ai relu Les Fiancés j'ai relu Les Fiancés de l'hiver de Christelle Dabo, La Peste Miroir, le tome 1, publié chez Gallimard. J'adore cette couverture, vraiment. Alors, je l'ai pas du tout annoté. Au début, c'était mon but de le relire et de l'annoter, mais comme je le lis en audio, parce que comme c'est une bonne pavasse, l'audio fait que je prends plus de temps à apprécier ma lecture. Cette relecture a été géniale, en fait. Je dis souvent que le tome 2 est mon préféré, mais là, je suis en train de relire le tome 2 et il est très différent de l'image que je m'en étais faite. Comme quoi, en fait, le temps qui passe, tu te souviens d'un livre, tu te souviens de certains événements, mais tu
oublie une grosse partie. Et du coup en fait ce tome là reste beaucoup dans les mémoires parce que je trouve que c'est un world building qui est incroyable. C'est-à-dire que ce tome 1, il a beaucoup de trucs pour lui, à part de la romance, parce que la romance se développe que après. Dans ce livre, oui, j'ai oublié de vous dire, bon je pense que je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, mais on suit Ophélie qui habite sur Anima. C'est une arche, puisqu'en fait ce monde est divisé en plusieurs arches, et c'est une arche qui a la particularité d'avoir des gens qui animent un peu les objets, qui sont des animistes. Je sais pas si sur toute l'arche ils sont tous comme ça, mais en tout cas dans la famille d'Ophélie, ils animent les objets. C'est-à-dire que quand ils sont en colère, il va y avoir des portes qui frémissent, des murs qui tremblent, et ça c'est très original. Et en plus Ophélie a des pouvoirs de famille. Le premier c'est de lire les objets. C'est-à-dire qu'un objet, elle va pouvoir le toucher et comprendre la mentalité de la dernière personne qui l'a touché, comprendre l'histoire en fait de l'objet. Et en plus, elle est passe-miroir, d'où le titre, c'est-à-dire qu'elle peut traverser les miroirs et voyager de cette manière-là, même si c'est pas forcément évident, c'est pas un pouvoir qu'elle a et qu'elle garde de manière sûre et qu'elle sait comment ça marche et elle l'utilise. Et c'est ça qui est aussi bien dans cette histoire, c'est-à-dire que les pouvoirs sont vus non pas comme quelque chose que tu as, mais comme une partie de ton corps en fait, quelque chose qui va évoluer, qui va grandir, qui peut bloquer, pas bloquer, etc. Et en fonction du fait de vieillir ou pas, tu vas pouvoir avoir ce pouvoir, le garder ou il va évoluer d'une autre manière et ça c'est quand même très intelligent. Dans ce tome 1, ce qui est vraiment bien, donc c'est comment le monde va être décrit. Ophélie va être en fait fiancée à un homme qui vient du pôle, qui est l'arche où il fait très froid, et elle va se retrouver sur la citatielle, c'est ça qu'on voit ici qui est trop beau, voilà, qui est en fait la cour du pôle où le seigneur Farouk, puisque chaque arche a son seigneur mais le traite d'une manière un peu différente. Pour Ophélie sur Anima, Artémis est un esprit de famille qui est plus une notion familiale, c'est-à-dire l'ancêtre qu'il faut respecter, alors qu'ici c'est vraiment traité au pôle Farouk, donc l'esprit de famille est vraiment traité comme un roi qu'il faut vénérer, où il faut avoir ses faveurs, etc. Et elle va se retrouver au milieu de ça et elle va être fiancée à un homme qui vient de cette citatielle, qui vient de la cour. Et bien sûr, il va y avoir tous des conflits, des intrigues et pas tout le monde est favorable à ces fiançailles. Mais je vous en dis pas plus parce que vraiment, faut découvrir en fait le livre, faut plonger dedans. Et si vous l'avez pas lu, qu'est-ce que vous attendez? Je vous dis ça, j'ai toujours pas lu le tome 4, mais c'est pour ça que je fais cette relecture, c'est pour lire le dernier tome. Ce livre, il est incroyable. Voilà, fini, ma chronique est finie. Ce qui est encore mieux dans ce livre et ce que j'aime vraiment beaucoup, au-delà du worldbuilding, c'est l'écriture. T'as vraiment l'impression au bout d'un moment d'être plongé au pôle, d'y être, vraiment. Sans que t'aies envie d'y être, parce que c'est assez cruel la vie là-bas, mais t'as vraiment l'impression d'y être. Les seuls points négatifs de cette histoire, ça va être le caractère de nos personnages. C'est-à-dire qu'Ophélie est très timide, très discrète, elle est hyper réaliste, mais des fois t'as envie de lui dire mais réplique, bats-toi. Et en même temps je suis quelqu'un de très timide et je serais pas capable de me battre, mais t'as envie qu'elle réplique. Et de l'autre côté t'as Thorn qui lui est très antipathique, mais en même temps ça s'explique dans le fait que c'est quelqu'un qui a un comportement qui est très tourné vers les chiffres, vers les faits, et il est moins sociable avec les gens. Et ça, c'est aussi très réaliste. Donc écoutez, en fait, les personnages sont tellement réalistes que tu les aimes autant que tu les détestes parfois. Et franchement, cette histoire est trop bien pour ça. Donc lisez La Passe Miroir, vraiment. Bon, je vais finir, j'aurais voulu commencer par ce livre, mais comme c'est le livre qui se rapproche le plus de Noël et que là c'est vraiment le book haul de novembre, je vais quand même vous le chroniquer. Mais voilà, je veux lui donner tout son crédit et si vous n'avez pas encore tous vos livres pour Noël, vraiment prenez-le. C'est L'effet boule de neige de Clara Hérault, publié chez les éditions Hachette, qui est un roman de l'autrice de Nos plus belles années. C'est un livre dans lequel on va suivre Iris qui a toujours été amoureuse et elle s'en est rendue compte encore plus quand son meilleur ami est parti, donc de lui. Et il est parti aux États-Unis pour une période de 4 à 6 mois, c'est plus trop clair dans ma tête. Et pour un stage, et quand il revient, elle pense qu'ils vont enfin pouvoir s'avouer leurs sentiments, etc. Sauf qu'en fait il revient avec une personne qui s'appelle Jude et qui est sa petite amie. Du coup, la meilleure amie de notre protagoniste principale, donc de Iris, va va lui suggérer à Iris de faire semblant de sortir avec le frère de Charles, qui est le meilleur ami.
Et sauf que c'est pas aussi évident que ça, hein. Et voilà, ils vont tous se retrouver dans le chalet familial, à part la meilleure amie, pour passer les vacances de Noël. Et ça va pas se passer exactement comme Iris l'avait prévu, notamment avec ce fake dating qui, comme n'importe quel fake dating, enfin je l'espère, dans un livre, nos deux protagonistes principaux vont finir ensemble. J'ai adoré ce livre. C'est une romance de Noël qui casse pas les codes de la romance, qui reprend les clichés que j'aime beaucoup, qui interroge la romance aussi, que ce soit au début ou à la fin quand on parle de fake dating. La meilleure amie et même Iris ont des réflexions en fait sur comment une romance pourrait être, et en même temps elle sort pas des clichés, et en même temps il y a des trucs très réalistes encore une fois. Ça se passe en 2 semaines, on voit des choses qui se passent en 2 semaines, mais sans que tout arrive en 2 semaines. Tu peux imaginer des choses. En fait, il y a encore un travail qui s'effectue après le livre, après ce qui est écrit, dans la relation de Alex et Iris, ou dans la relation même de Iris et son meilleur ami Charles. Et ça, c'est vraiment bien. J'ai été un tout petit peu déçue d'un tout petit truc, c'est que Charles et Iris, on les voit pas assez parce que justement ça se déroule en 2 semaines, qui sont un peu fâchés l'un et l'autre, notamment quand Charles va apprendre que Alex et Iris sortent ensemble, pour de faux, mais lui il sait pas que c'est pour de faux, bien évidemment, c'est le but. Donc du coup ils sont un peu fâchés, du coup il y a moins de scènes entre eux, et c'est vrai qu'on plonge plus dans Alex que dans Alex et ses proches que dans la famille vraiment. Et ça c'est un tout petit peu dommage, j'ai trouvé, même si la fin se suffit pour la partie familiale. Je suis un peu claire, je suis pas claire du tout, mais là c'est la fin de la vidéo, écoutez. Donc je vous conseille vraiment, si vous cherchez une romance de Noël, c'est sur celle-là, je pense qu'il faut se plonger. C'est encore une histoire d'études supérieures aussi, de personnes qui ont potentiellement mon âge, donc t'as aussi le truc de t'identifier à une personne, mais même au-delà de ça, je trouve que les personnages ont été trop bien imaginés, et tout est épique, et voilà, j'ai annoté, alors comme ça on dirait que j'ai pas beaucoup à noter, mais pour moi c'est beaucoup, hein, parce que j'ai du mal à noter. Donc c'était, voilà, tout a été épique, tout était trop bien. J'ai essayé de faire des couleurs de Noël d'ailleurs. Donc j'avais pas de rouge, donc j'ai mis du rose, sauf un que je me suis trompée, j'ai mis du orange. Et j'ai eu la flemme de changer. Et du coup j'ai mis vert, rouge, voilà. Ça a pas de... C'est juste pour des passages que j'aime bien, des réflexions. Souvent c'est des réflexions d'Alex d'ailleurs, hein. J'ai pas pu me la faire dédicacer au salon du livre. C'est pas grave. L'année prochaine, je retente. Voilà, je vais finir là-dessus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire quel livre vous donne envie, quel livre moins pour une raison, etc. Et surtout, likez, vous abonner, etc. On se retrouve mercredi. Salut!